Léa est traumatisée. Tu as gâché notre moment. Ne nous approche plus tant que tu ne t'es pas excusé. C'est le message que mon frère m'a envoyé. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas demandé si l'ambulance était arrivée à temps. Il était furieux que ma blessure ait gâché l'humeur de sa fiancée. J'ai regardé l'infirmière qui recousait l'entaille sur mon front. Puis j'ai fixé mon téléphone. Je n'ai pas protesté. Je ne lui ai pas demandé comment il pouvait être aussi cruel. J'ai écrit un seul mot, d'accord. Puis j'ai changé d'application. J'ai retrouvé la chaîne de courriel du notaire chargé de la transaction, celle intitulée « Prêt à signer ». Le conseiller bancaire, les agents immobiliers et les avocats étaient tous en copie. Je n'ai pas raconté d'histoire. J'ai simplement joint mon compte-rendu de sortie des urgences et cliqué sur « Répondre à tous » pour expliquer pourquoi j'avais fait capoter la vente. Mais il faut comprendre d'où venait l'argent. J'ai 32 ans et mes mains sont une carte de cicatrice. Je travaille comme seconde de cuisine dans l'une des cuisines les plus fréquentées de Lyon. Ces 75 000 € d'apport n'étaient pas qu'un chiffre sur un écran. C'était 10 ans de brûlures de graisse, de fêtes manquées, de varices, de journées de 16 heures debout sur des tapis en caoutchouc. Julien n'a jamais porté ses cicatrices. Lui, c'était le prince. Moi, le portefeuille. Il y a 3 mois, il a amené Léa dans mon appartement. Elle s'est assise sur mon canapé acheté en ressourcerie, plissant le nez à cause de l'odeur de mes vêtements de travail, et m'a exposé leurs rêves. Elle voulait une maison sur mesure à 750 000 € dans les hauteurs. Elle parlait de lumière naturelle et de studio pour créer du contenu en ligne. La banque est compliquée, a-t-elle dit en agitant sa main parfaitement manucurée. Compliqué était un euphémisme. Son score de crédit était catastrophique. Elle avait plus de dettes chez Sephora que de revenus. Mais elle tenait Julien au creux de la main. Et Julien tenait la dernière volonté de maman serrée autour de mon cou. Occupe-toi de ton frère, Chloé. Il a besoin de toi. Alors j'ai accepté. J'ai signé comme garante. J'ai vidé mes économies pour l'apport et les frais de notaire. Pendant 3 mois, j'ai enchaîné les doubles services pour couvrir les dépassements imprévus que Léa exigeait. Pendant que je transpirais derrière un grill, à gratter des couches épaisses de carbone sur l'acier, mon téléphone vibrait avec des notifications d'Instagram. Léa posait sur le terrain vide que j'avais payé, une coupe de champagne à la main. Légende, on construit notre empire. Femme ambitieuse. Nouvelle maison. Elle ne m'identifiait jamais. Elle ne me remerciait jamais. En réalité, elle me traitait comme une entrepreneuse non payée. À minuit, elle m'envoyait des messages. Vire 5 000 € pour le marbre. Le granit faisait bas de gamme. Je payais. Je me taisais. Je pensais honorer ma mère. Je pensais offrir un avenir à mon frère. En réalité, je finançais mon propre mépris. La visite finale a eu lieu 48 heures avant la signature. La maison n'était encore qu'un squelette d'ambition brute, ferraillage apparent, poussière de béton, odeur piquante de sueur suspendue dans l'air humide. J'ai garé ma berline de 10 ans à côté du Range Rover flambant neuf de Léa. Elle filmait déjà. Son téléphone balayait le Porsche inachevé tandis qu'elle racontait à son public invisible les finitions sur mesure et la matérialisation de ses rêves. Julien la suivait comme une ombre, portant son sac à main. J'ai monté les marches provisoires en bois, mes bottes cognant contre le contreplaqué. Burk, a grommelé Léa en baissant son téléphone. Elle a pointé son ongle verni vers un boîtier gris fixé en hauteur sur un poteau électrique, au bord du terrain. Chloé, dit au constructeur de déplacer ce truc horrible. Ça gâche le décor pour l'introduction de ma vidéo sur la maison. J'ai regardé le boîtier. La lumière rouge a clignoté. C'est une caméra anti-vol avec détecteur de mouvement. Le bois coûte cher. Les vols se font la nuit. Elle reste. Léa a levé les yeux au ciel. Personne ne regarde ces images de sécurité poussiéreuses, de toute façon. Elle nous a conduits vers la terrasse arrière, une dalle de béton encore fraîche, surplombant une pente boueuse. Elle s'est retournée vers moi. Un sourire éclatant et dangereux collé au visage. Bon, surprise. Elle a applaudi. J'ai demandé au constructeur d'ajouter l'option piscine à débordement. C'est juste 45 000 € de plus. On peut l'intégrer au prêt final, non? Mon estomac s'est noué. Léa, le prêt est déjà au maximum. J'ai payé les dépassements pour le marbre et les vitrages intelligents. Il n'y a pas 45 000 €. Alors fais un chèque. Elle a haussé les épaules en retirant une poussière imaginaire de sa veste de créatrice. Tu as des économies. C'était ma retraite. C'était tout. Il me reste 12 € sur mon compte jusqu'à la paix. La réponse est non.
L'air entre nous s'est tendu comme un fil prêt à rompre. Le sourire de Léa a disparu. Elle s'est rapprochée, envahissant mon espace. Son parfum floral, cher et entêtant, m'a serré la gorge. Arrête de jouer les martyrs, Chloé. C'est pitoyable. Sa voix s'est faite sifflement, assez bas pour que Julien, à 3 mètres, n'entende peut-être pas la cruauté. Mais moi, j'ai entendu chaque syllabe. Regarde-toi, a-t-elle ricané en désignant mes vêtements de travail, mon chignon défait, mon visage fatigué. Tu as 32 ans. Tu es célibataire. Et soyons honnêtes, tu es stérile. Pas de mari, pas d'enfant. Qu'est-ce que tu comptes faire de ton argent? L'emporter dans la tombe? Je suis restée figée. La cruauté était si précise, si calculée, qu'elle m'a coupé le souffle. Acheter cette maison pour nous, c'est la seule chose utile que tu feras de ta vie. Alors arrête de te plaindre et paie. C'est ton devoir. Mon devoir? Ma voix tremblait. Mon devoir était envers maman. Elle m'a demandé de veiller sur Julien, pas de financer un parasite. Les yeux de Léa se sont agrandis. Elle a poussé un cri aigu, presque animal. N'ose pas parler d'elle. Elle est morte parce qu'elle s'est épuisée. Comme toi. Elle s'est jetée sur moi. Ses mains ont frappé ma poitrine avec une force inattendue. Ce n'était pas un faux pas. C'était une poussée. Mes bottes ont glissé sur le gravier éparpillé sur la dalle. Mes bras ont mouliné dans le vide. La gravité a pris le dessus. Je suis tombée en arrière du porche inachevé. Le monde a tourné, ciel bleu, béton gris, métal tordu, puis craquement. Mon épaule a heurté un tas de gravats, blocs de ciment durci, barres d'armature rouillées. Une décharge blanche et brûlante a traversé mon bras. Ma tête a frappé la terre, mes dents ont claqué dans mon crâne. Pendant une seconde, il n'y a eu qu'un sifflement aigu. Puis la douleur a rugi. J'ai haleté, tenté de me retourner, mais mon bras refusait de bouger. J'ai levé les yeux. Léa se tenait sur le rebord, me regardant. L'espace d'un instant, j'ai vu une peur pure dans ses yeux. Puis elle a cligné des paupières, et le masque est revenu. Julien a couru jusqu'au bord. Mon Dieu, Chloé. Il a commencé à descendre. Stop. Léa lui a saisi le bras. Sa poigne était de fer. Elle est tombée. Regarde-la. Elle va bien. Elle saigne, balbutia Julien en voyant le sang couler vers mon œil. Elle dramatise, a claqué Léa en le tirant vers la voiture. On part. Si on reste, elle va faire une scène et m'accuser. Monte. Julien m'a regardé, brisé dans la poussière, serrant mon épaule. Puis il a regardé Léa. Il a baissé la tête. Il est monté dans la voiture. À travers un voile de douleur et de poussière, j'ai vu les feux arrière du Range Rover disparaître au bout de l'allée. L'infirmière a posé la dernière compresse sur mon sourcil et est sortie, me laissant seule avec le bourdonnement de la ventilation. Pendant des années, je me suis raconté une histoire. Je me disais que Julien était un otage. Qu'il était prisonnier de la toile de Léa, trop faible pour s'en libérer, attendant que je le sauve. C'est pour ça que je payais. C'est pour ça que j'encaissais les insultes. Je croyais racheter sa liberté. Mais assise là, respirant l'odeur d'antiseptique et de sang séché, la vérité s'est installée dans ma poitrine, lourde et glaciale. Julien n'était pas un otage. Il était le chauffeur de la fuite. Il m'a vu tomber. Il a entendu le choc de mon épaule contre le béton. Et quand Léa lui a dit de partir, il n'a pas hésité. Il n'a pas appelé les secours. Il n'est pas revenu. Il a enclenché la marche et a laissé sa sœur saigner dans la terre, parce qu'il avait plus peur d'une dispute avec Léa que de ma mort. Il n'était pas la victime. Il était complice. Mon téléphone a vibré de nouveau. Ce n'était pas un message. C'était une notification de l'application sécurisée du notaire. Transaction confirmée. Virement reçu, 40 000 €. Je suis restée figée devant l'écran. Léa l'avait fait. Elle avait vidé son compte épargne secret, celui qu'elle jurait ne pas avoir quand je payais le marbre, et transféré l'argent sur le compte séquestre pour les derniers frais. Elle avait tout misé. Elle croyait que sa démonstration de domination sur le chantier avait fonctionné. Elle me pensait soumise, silencieuse, prête à signer le lendemain matin. Elle pensait avoir gagné. J'ai baissé les yeux vers les papiers que le médecin avait laissés sur mes genoux. Compte rendu de sortie. Le diagnostic était imprimé en noir épais. Commotion cérébrale sévère. Luxation acromioclaviculaire stade 3. Interdiction de port de charge, 0 kg. Statut professionnel, inapte. Durée estimée de récupération, 6 mois. Je suis seconde de cuisine. Si je ne peux pas soulever une poêle, je ne peux pas travailler. Si je ne travaille pas, je n'ai aucun revenu.
Et dans le monde du crédit immobilier, cela s'appelle un changement défavorable majeur de situation. J'ai rouvert le brouillon commencé plus tôt. Objet, notification urgente de modification substantielle de situation financière. J'ai pris une photo du rapport médical avec ma main tremblante et je l'ai jointe. Je n'ai pas écrit de tirade émotive sur la trahison familiale. Je n'ai pas mentionné la poussée ni les insultes. J'ai écrit sobrement. Madame, monsieur. En tant que garante du prêt concernant le bien situé 12, chemin des Cimes, je suis légalement tenue de vous informer d'un changement soudain de ma situation financière. Depuis 16 heures aujourd'hui, je suis médicalement déclarée inapte et privée de revenus pour une durée estimée à 6 mois. Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu hospitalier. Je ne peux signer l'acte authentique demain sans m'exposer à une fraude bancaire. Cordialement. Chloé. J'ai regardé les destinataires, le conseiller bancaire, les agents immobiliers, le notaire, l'analyste de crédit. J'ai appuyé sur envoyer. Le lendemain matin, jour de signature. Je me suis réveillée au bruit de mon téléphone vibrant au point de tomber de la table de nuit. Il a heurté le sol avec fracas, bourdonnant comme un frelon furieux. 42 appels manqués. 20 de Julien. 22 de Léa. Je l'ai ramassé. Un mur de messages paniqués. Réponds, Chloé. Tu ne peux pas faire ça. La banque a dit non. Répare ça. Je les ai ignorés. J'ai ouvert l'unique notification du notaire. Une lettre officielle, en pièce jointe. Le ton était sec, juridique, implacable. Avis d'échec de financement suite au retrait de la garante. Conformément à l'article 4, paragraphe B, renonciation à la condition suspensive de prêt. L'acquéreur est en défaut. Le vendeur conserve le dépôt de garantie de 40 000 € à titre d'indemnité. J'ai posé le téléphone. J'ai bu une gorgée de café froid. La veille, Léa avait renoncé à la condition suspensive de prêt. Elle était si sûre que je signerais qu'elle avait supprimé le filet de sécurité pour renforcer son offre. Maintenant, le filet avait disparu. Et ses 40 000 € avec. Mais les parasites ne meurent pas en silence. Ils se débattent. Mon téléphone a vibré à nouveau. Notification d'Instagram. Léa Martin est en direct. J'ai cliqué. Léa était assise sur le siège avant de son Range Rover. Son mascara coulait en traînées noires sur ses joues. Elle hyperventilait, une main crispée sur le ventre. Je ne sais pas pourquoi elle nous déteste autant. Elle sanglotait face à la caméra. 5000 personnes regardaient. La sœur de mon fiancé, elle a toujours été jalouse. Mais hier, elle s'est arrêtée, essuyant une larme pour les faits. Hier, elle m'a agressée sur le chantier. Elle m'a poussée. Elle a essayé de me faire tomber. Elle savait que j'étais enceinte. Vous vous rendez compte? Elle a essayé de tuer mon bébé. Mon sang s'est glacé. Les commentaires défilaient. Mon Dieu! Porte plainte. Quel monstre! Appelle la police. On a perdu la maison. Hurlait Léa. Elle a ruiné notre crédit. Elle a volé notre dépôt. On dort dans un Formule 1 au bord de la Nationale parce qu'on a quitté notre appartement. On n'a plus rien. S'il vous plaît, si quelqu'un peut t'aider. Un lien de cagnotte est apparu, épinglé en bas de l'écran. Elle était douée. Terrifiante, même. Elle avait pris son propre crime, l'avait inversé, et s'en servait pour soutirer de l'argent à des inconnus tout en détruisant ma réputation. J'ai fermé l'application. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas signalé la vidéo. J'ai appelé Michel, le chef de chantier. Salut, Chloé. J'ai entendu pour le bazar. Ça va? J'ai besoin d'un service. La caméra a détecteur de mouvement près du tas de bois, elle enregistre le son? Vidéo haute définition et audio, stockage en ligne. On lit même les plaques à 50 mètres. Envoie-moi l'extrait d'hier. 16h15. Déjà récupéré. J'ai vu ce qu'elle a fait. Regarde tes mails. Le message est arrivé 10 secondes plus tard. J'ai ouvert le fichier. L'angle était parfait. On voyait le Porsche inachevé. On voyait Léa me coincer. Chaque mot de ses insultes était audible. Acheter cette maison, c'est la seule chose utile que tu feras de ta vie. On voyait la pousser. On me voyait tomber. On voyait Léa attraper le bras de Julien et l'entraîner. Pendant que je restais immobile dans la terre. J'ai transféré la vidéo à l'inspecteur qui avait pris ma déposition à l'hôpital. Une seule ligne. Preuve pour le dossier numéro 49201, violence aggravée et fausse déclaration. 2 heures plus tard, une amie m'a envoyé une nouvelle vidéo. Filmée au téléphone, sur le parking du Formule 1 près de la Rocade.
On y voyait Léa menottée, hurlant à un policier qu'elle était créatrice de contenu. On y voyait Julien devant la chambre 104, un sac de plats à emporter à la main, la regardant être poussée à l'arrière d'une voiture de police. Il n'a pas couru vers elle. Il n'a pas protesté. Il a juste regardé. 3 semaines plus tard, le silence de mon nouvel appartement était si dense qu'on aurait pu le goûter. Ce n'était pas une villa de 750 000 € dans les hauteurs. C'était un studio de 38 mètres carrés au-dessus d'une boulangerie, dans le centre-ville. Le parquet grinçait. Le radiateur sifflait. La vue donnait sur un mur de briques. C'était parfait. Assise sur un tapis de yoga, je faisais lentement tourner mon épaule. Le mouvement restait raide, comme une charnière rouillée, mais l'éclair aveuglant de douleur avait disparu. Les points sur mon front avaient été retirés, laissant une ligne rose irrégulière perdue dans mes cheveux. Mon téléphone était posé au sol. J'ai ouvert mon application bancaire. Solde disponible, 82 400 €. L'apport. Les frais. L'épargne d'urgence. Tout était là. Chaque euro arraché à un grill pendant 10 ans avait retrouvé sa place. Léa n'avait pas touché un centime. En réalité, en perdant ses 40 000 € de dépôt au profit du vendeur, elle m'avait indirectement remboursé chaque option granite et chaque dîner hors de prix qu'elle m'avait extorqué. Le karma est un expert comptable judiciaire. Une notification est apparue sur l'application de ma sonnette connectée. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert la vidéo. Julien se tenait dans le couloir. Il avait l'air d'un fantôme. Les yeux creux. La veste froissée. Mal rasée. Il a levé le poing et frappé à la porte. « Chloé !» Sa voix grésillait dans le petit haut-parleur. « Je sais que tu es là. S'il te plaît. La caution de Léa est fixée à 10 000 €. On ne les a pas, maman ne voudrait pas ça. Elle ne voudrait pas qu'elle soit en cage. » Je l'ai observé sur l'écran. L'image pixelisée du frère que je portais sur mon dos. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas crié. J'ai appuyé sur le bouton du micro. « Maman est morte, Julien », ai-je dit doucement. Et le distributeur est en panne. Chloé, s'il te plaît. Elle est enceinte. Non. L'inspecteur l'a confirmé lors de son examen médical en détention. Elle ment. Et toi, tu es seule. J'ai coupé la connexion. Puis j'ai ouvert sa fiche contact et j'ai bloqué son numéro. Je suis allée vers la cuisinière et je me suis servi une tasse de thé Earl Grey. La vapeur s'est élevée dans l'air immobile. J'ai bu une gorgée. Le silence n'avait jamais eu autant de valeur. La justice avance plus lentement qu'un virement bancaire, mais elle frappe tout aussi fort. 6 mois après la date de signature qui n'a jamais existé, j'étais assise au fond de la salle d'audience 3B. J'ai regardé Léa comparaître devant le juge Mercier. Elle ne portait ni lunettes de soleil de marque ni coupe de champagne. Elle portait une combinaison pénitentiaire orange, affreuse avec son teint. Aucun filtre ne pouvait masquer la réalité de son accord de plaidoyer. Les chefs d'accusation, violences aggravées et dénonciations mensongères. Le juge l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dans un centre pénitentiaire départemental, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Le tribunal a également ordonné le versement de 12 400 € de dommages et intérêts pour mes frais médicaux et ma perte de revenus. Mais la vraie peine n'était pas la prison. C'était le cratère financier qu'elle avait creusé elle-même. Le vendeur avait conservé légalement ses 40 000 € de dépôt, et ses frais d'avocat avaient achevé le peu de crédit qui lui restait. Léa Martin est entrée en détention avec un patrimoine estimé à 60 000 €. Sa voiture a été saisie. Sa réputation était devenue toxique. Lorsque l'huissier l'a conduite hors de la salle, elle s'est retournée vers le public. Elle ne me cherchait pas du regard. Elle cherchait Julien. Il était assis 2 rangs derrière moi, affaissé dans un costume bon marché qui flottait sur ses épaules. Il l'a regardé. Puis il a fixé le sol. Il n'a pas fait signe. Il n'a pas pleuré. Il est resté là, immobile, comme s'il attendait l'autorisation de partir. C'est la dernière fois que je les ai vus. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée à la boulangerie où je travaille. Adresse d'expédition, une boîte postale dans une petite ville à 60 km au sud, là où les loyers sont bas et les hôtels acceptent les paiements en espèces. L'écriture était celle de Julien. Je suis restée debout dans l'arrière-cour, au-dessus du bac de recyclage, l'enveloppe lourde dans la main. Je savais exactement ce qu'elle contenait. 3 pages de « Je suis désolée ». 2 pages de « Elle m'a manipulée ». Et, à la fin, une demande de petit prêt pour se remettre sur pied. L'hymne classique du complice. Moi aussi, j'étais une victime. Je ne l'ai pas ouverte.
Je ne l'ai pas déchiré dans un accès de rage. Je ne l'ai pas brûlé dans une scène dramatique. Je l'ai simplement déposé dans la benne bleue, sur un tas de vieux sacs de farine. Puis je suis rentré préparer le levain. Ce soir-là, mon appartement n'était pas silencieux. Il était vivant. Sarah découpait des légumes au comptoir. Michel, le chef de chantier qui m'avait envoyé la vidéo, tentait de réparer mon robinet qui fuyait tout en racontant une blague catastrophique. Il y avait du vin sur la table. De la musique sortait de l'enceinte. Ces gens ne partagent pas mon ADN. Ils ne portent pas mon nom. Mais quand je suis tombée, Michel m'a envoyé la preuve. Quand je ne pouvais plus travailler, Sarah m'a apporté des courses sans rien demander. J'ai regardé la vapeur monter de la casserole. Les visages autour de moi. Des personnes qui m'aiment pour moi, pas pour ce que je peux leur acheter. Voici la vérité difficile que je dois partager. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez ressenti de la rage quand Julien m'a regardé saigner, écoutez bien. On concentre souvent notre colère sur le méchant, l'aléa de nos vies, celle qui pousse, prend et détruit. Mais le méchant est facile à repérer. Il tient l'arme. La personne dangereuse, c'est le complice. Pendant 10 ans, je me suis dit que Julien était faible. Qu'il était un simple passager dans la voiture de Léa. Je payais ses factures parce que je croyais le protéger. J'avais tort. Julien n'était pas passager. Il était le chauffeur de la fuite. Il ne m'a pas poussé du Porsche. Mais il a regardé. Et il a conduit l'agresseuse vers la sécurité. Il a privilégié son confort à ma survie. Son accès à son style de vie à ma loyauté. On reste dans ces dynamiques familiales toxiques à cause du biais des coûts irrécupérables. On regarde les années, les larmes, l'argent investi. On se dit, si je paie encore un peu, si je pardonne encore une fois, ils finiront par m'aimer. Vous ne payez pas pour l'amour. Vous payez une place au premier rang pour assister à votre propre manque de respect. Voici donc les 3 règles qui guident ma vie aujourd'hui. Je les ai payées avec une épaule luxée et une cicatrice au front. Vous pouvez les prendre gratuitement. Règle numéro 1. L'accès à votre vie est un privilège, pas un droit du sang. Partager le même nom ne donne pas l'immunité aux conséquences. Si un inconnu vous traitait comme certains membres de votre famille, vous appelleriez la police. Cessez d'excuser chez vos proches ce que vous n'accepteriez pas d'un ennemi. Règle numéro 2. Le complice est un partenaire du crime. Si quelqu'un reste silencieux pendant qu'on vous maltraite, il a choisi son camp. Le silence n'est pas neutre. Le silence est un consentement. Arrêtez de vouloir sauver ceux qui sont à l'aise pendant que vous vous noyez. Règle numéro 3. Les limites financières sont des limites émotionnelles. Ne signez jamais un contrat pour quelqu'un qui ne saignerait pas pour vous. L'argent est de l'énergie rendue visible. S'il réclame votre argent mais méprise votre énergie, refermez le portefeuille. Je m'appelle Chloé. J'ai une cicatrice sur le front, un appartement en location et un cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis 10 ans. Qui, dans votre vie, tient l'allumette tout en vous demandant de le réchauffer? N'attendez pas qu'il vous pousse. Éloignez-vous.